monte du berger à la bergère. Je vous laisse la responsabilité de votre appréciation des choses. Dans tous les cas, ce que je pense, c'est que le chef de l'État a exprimé un certain nombre de préoccupations. Et M. Adjavon s'en est expliqué. Je voudrais vous assurer d'une chose qui va peut-être vous surprendre. Il n'y a aucun différent entre le chef de l'État du Bénin et M. Sébastien Adjavon. Pas plus qu'il n'y a le moindre différent entre le président de la République et le président du patronat du Bénin. Vous voulez dire à titre personnel? Il y a un différent, il y a une incompréhension entre les organes de fisc du Bénin et la société de Kajef Commune. Et par rapport à cela, j'ai l'impression qu'il y a un amalgame. Les gens pensent que Sébastien Adjavon a un différent avec le chef de l'État, que le patronat est en porte-à-faux. Non. La société Kajef Commune a un problème d'incompréhension avec l'administration fiscale de notre pays. Et ce dont je me réjouis, je vais vous dire, c'est qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce différend est en train d'être résolu. Donc par rapport à cela, on ne peut que s'en féliciter. C'est vrai qu'on ne va pas, oui, Abia Toumarou, on va pas remuer les cendres et tourner le couteau dans la plaie. Vous témoin comme nous de la crise et de l'ampleur que cette crise a pris au niveau national et international. Mais justement, revenons à cette crise-là. Si la crise, pourquoi est-ce qu'on a été obligé de faire appel à une médiation étrangère? C'est un Sénégalais qui vient faire la médiation entre un chef d'entreprise, qui plus est le président du patronat, et le président de la République. En l'occurrence, comme le disent les sportifs, c'est une véritable déculottée, ou pour emprunter au lexique économique, c'est une découte terrible du patronat en la matière. Je vais vous poser une question, monsieur. Vous comprenez fond? Est-ce qu'on va s'y risquer ici? Vous parlez fond? On va essayer. Alors, je vais vous dire une chose en fond. Sous nous montants, vous n'en aurez. Ah d'accord, il va falloir que vous traduisiez ça. C'est-à-dire que ce qui est important n'est pas le fait que ce soit un Sénégalais ou un Burkinabé qui ait entamé le processus de médiation. Ce qui est important, c'est qu'on ait entamé la médiation. Vous savez, nous, indépendamment de la nature de la personne qui a entamé la médiation, ce que nous on recherche, c'est que les deux parties trouvent une solution. Très bien. Et ce dont nous on se réjouit au patronat aujourd'hui, c'est quand même de voir que dans cette crise que vous estimez être extrêmement grave, eh bien, le chef de l'État a fait preuve d'humilité. Il a bien voulu recevoir M. Adjavon pour essayer de comprendre un peu la situation. Et M. Adjavon aussi a, de sa fonction de chef d'entreprise, compris que la médiation et le dialogue ne peut être que la solution. Aujourd'hui, nous nous rendons bien compte qu'il y a une approche de solution qui est amorcée. D'ailleurs, le patronat s'en félicite et remercie les pouvoirs publics d'avoir entamé ce processus de médiation et de dialogue. Et bien, vous allez voir dans les jours à venir qu'on arrivera à trouver une solution de façon à ce que chacune des deux parties puisse en tirer le meilleur profit. De quoi il s'agit ? Il s'agit que pour notre pays, nous puissions faire en sorte que chaque fois qu'il y a un différend, eh bien, que les solutions puissent faire en sorte que personne ne tire le drap vers lui et que chacune des deux parties en tire le meilleur profit. Dans tous les cas, qui se passe actuellement? Dans tous les cas, ce dont nous nous réjouissons aujourd'hui au patronat, et nous nous en félicitons, c'est de constater que le chef de l'État a fait preuve d'une très grande humilité en ayant accepté de rencontrer M. Adjavon en marge de ce médiateur dont vous parlez, que je ne connais personnellement pas, peut-être par ignorance, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, plusieurs fois déjà, M. Adjavon a été reçu par le chef de l'État dans le but de trouver une solution à ce problème. Eh bien, on ne peut que s'en féliciter. D'ailleurs, je trouve d'ailleurs que vous êtes un peu en retard parce que les choses ont tellement évolué qu'aujourd'hui, le débat n'a plus de raison d'être. Oui, c'est d'où la question de l'opportunité de votre intervention sur un certain nombre de grands dossiers de la nation, y compris celui-là, et donc la nécessité d'en tirer des leçons. Vous m'auriez invité plus tôt que je me serais exprimé sur un certain nombre de dossiers. Alors, qu'est-ce que vous aviez fait à ce moment? Vous ne vous prononciez pas alors que c'est le président du patronat qui est concerné. Et non, ce n'est pas le président du patronat qui est concerné. C'est un chef d'entreprise, M. Sébastien Adjavon. Est-ce qu'il n'est plus président du patronat? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas au titre du patronat qu'il a eu un différend avec l'administration fiscale. Du patronat, je vous le concède. À quel moment est-ce que le patronat défend ses membres dans ce cas? Écoutez, la preuve, c'est simplement que nous sommes en train d'amorcer un processus de dialogue. C'est parce que, eh bien, il y a eu tout un ensemble de démarches qui ont été faites, peut-être pas de façon médiatique telle que vous l'aurez souhaité, parce que vous savez, nous on ne fait pas de tapage au patronat, nous sommes des chefs d'entreprise. Et par rapport à cela, eh bien, ce dont nous nous réjouissons aujourd'hui, c'est de constater, et nous nous en félicitons, que le chef de l'État, le gouvernement du Bénin et Kajef Commune, M. Adjavon, sont en train de trouver une solution pour que de façon définitive ce problème soit réglé. Eh bien, ce n'est que dans cette optique-là qu'on peut
C'est heureux. Oui, c'est par rapport aux leçons à tirer, vous n'avez pas eu mal à votre orgueil de l'organisation syndicale nationale qui se laisse distancé sur le sujet par une association étrangère qui veut faire la médiation. Écoutez, moi je ne comprends pas quel est votre problème. Que ce soit un Sénégalais. C'est la leçon à tirer pour votre organisation. Non, pas du tout. On n'a aucun complexe par rapport à cela. Tout ce que nous, on recherche, c'est que... toujours les bras croisés attendant qu'un sauveur vienne toujours lorsqu'il y aura une crise. On n'est pas resté les bras croisés. C'est ce que vous pensez. Nous, alors dites-nous ce que vous avez fait. On a eu un ensemble de choses qui ont été faites, mais une fois encore, eh bien, il ne s'agit pas pour nous de les publier sur la place publique. Comme je vous dis, nous, la réflexion est extrêmement importante. Elle précède l'action chez nous. Nous sommes des chefs d'entreprise. Eh bien, on n'a pas pour vocation d'aller nous inscrire sur la place publique et de faire du tapage. Ben justement. Maintenant, si un Sénégalais, de façon circonstancielle, soit venu dans cette ambiance réglée, enfin aider à régler, on ne peut que s'en féliciter. Vous avez dit plusieurs fois que la crise est en train de trouver une solution. Vous confirmez donc qu'il n'y a pratiquement plus de problème entre... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a un différend entre l'administration fiscale de notre pays et l'entreprise Cajaf Commun. Oui, mais entre-temps, on a aussi entendu parler de passeport diplomatique. Oui, parce que c'est là que je voulais en venir. Et la question est un peu profonde, et je vais la creuser un peu. La question telle que posée, elle a été directe par Abiatou Marou. Cette question pose carrément la considération, la reconnaissance du président du patronat béninois dans son rôle d'ambassadeur économique du Bénin. En tant que tel, c'est quand même ordinaire, c'est notoire qu'on lui attribue tout au moins le passeport diplomatique. Tenez, en plus, des faits étaient ce qu'on dit, les remarques. Pratiquement jamais on a vu le président du patronat participer aux missions officielles stratégiques de recherche des investisseurs partout ailleurs, en France, que ce soit la droite ou la gauche. Non, c'est la même question. C'est la même question. On le soutient par des faits. On le soutient par des faits. Pour ce qui est du passeport diplomatique, je vais vous dire une chose. D'abord, il y a dans la République des gens qui, de fait, ont droit à des passeports diplomatiques en raison de leur fonction. Et au-delà de cela, il y a des gens qui n'en ont pas forcément droit, et c'est une décision discrétionnaire du chef de l'État d'attribuer le passeport diplomatique à cette catégorie de personnes. Nous, au patronat, on n'a pas forcément droit au passeport diplomatique. Le choix de nous donner un passeport diplomatique ne peut être qu'une volonté du chef de l'État. Et par rapport à cela, M. Adjavon, effectivement, a évoqué la question passeport diplomatique parce que la plupart de nos collègues, lorsque nous voyageons, ont des passeports diplomatiques. Au-delà de cela, lorsque nous voulons faire un visa, par exemple, pour aller en France, pour aller aux États-Unis, lorsqu'on n'a pas de passeport diplomatique, il est évident qu'il faut faire la queue. C'est parfois un peu dérangeant de voir M. Adjavon aller faire la queue à l'ambassade, au consulat de France ou des États-Unis pour un visa. Dans ces conditions-là, eh bien, nous avons souhaité que la République nous donne des passeports diplomatiques. Je vais vous dire une chose. Lorsque le chef de l'État a rencontré M. Adjavon, lui-même a évoqué la question du passeport diplomatique. Et il était étonné que le patronat n'ait pas de passeport diplomatique. C'est bien la preuve que, dans son entendement, il était persuadé que M. Adjavon avait un passeport diplomatique. Dans tous les cas... Et c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de dialogue ordinaire entre les deux personnalités. Je ne vous laisserai pas dire ça. Je vais vous dire une chose. Regardez les années 90. Vous avez jamais entendu parler du patronat du Bénin? Lorsque nous avons été élus dernièrement, nous avons été reçus par le chef de l'État. C'est bien la preuve que il y a une volonté manifeste de mettre le patronat au cœur de l'activité économique. Là-dessus, on ne peut pas le dénier. Juste pas une audience? Non, ce n'est pas qu'une audience. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que c'est vrai que lorsque le chef de l'État voyage, il aurait été bon que les chefs d'entreprise l'accompagnent en tant qu'opérateur économique. Là, je vous le concède volontiers. Et c'est là-dessus que nous allons travailler. C'est là-dessus que nous allons négocier de façon à ce que notre rôle de créateur de richesse et d'emploi puisse aller au-delà du Bénin et que nous jouons complètement et pleinement notre rôle comme se font la plupart de nos collègues dans les autres pays. Il est évident que lorsque le président de la République voyage, qui va en Turquie, en Afrique du Sud et dans tous les autres pays, qu'il y ait une délégation de chefs d'entreprise, du patronat et d'institutions privées pour que nous puissions vendre notre pays et passer par exemple des joint ventures, pourquoi pas? C'est des choses qui sont exactes. Voilà. C'est vrai qu'il y a des insuffisances. N'oubliez pas que c'est des habitudes qu'on est en train de prendre. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, personne ne connaissait le patronat.
Donc souffrez que certaines choses prennent un peu plus de temps. Mais nous, on est convaincus d'une chose, c'est que... Pourquoi cette sorte de distance par rapport aux grands dossiers économiques, surtout les dossiers de politique économique qui engagent l'avenir économique de la nation? Vous êtes aux commandes de la création de richesses, d'emplois, etc. Pourquoi vous prenez cette distance par rapport à ces questions? Au point où vous reconnaissez, vous avouez qu'au fond, le patronat était pratiquement transparent au moment de la crise. Non, mais vous savez, chaque fois que le patronat est sollicité, il sera toujours là. Et chaque fois qu'il sera question des grands dossiers économiques, on parlera tout à l'heure du courant, nous serons toujours là. Dans le discours du chef de l'État, oui, Abiat. Non, Vous voulez que je finisse sur la question? Dans le discours du chef de l'État, il y a eu comme une sorte... Littéralement... Dans quel discours? Du chef du 1er août, son entretien avec... Voilà, face au peuple, face à la nation, où il considère que, bon, au fond, il y a, à la faveur de cette crise, des hommes d'affaires qui sont plus vertueux, Sativi pour ne pas le nommer, et vous aussi, il paraît même qu'il vous cite bien souvent, vous êtes même souvent invité en Conseil des ministres, vous le vice-président du patronat, et pas le président du patronat. Il y a au niveau du chef de l'État comme un petit Il y a une préférence pour certains et pas pour les autres. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. D'abord, nous parlons de choses extrêmement importantes. On parle du problème de la République. Et je ne pense pas que dans un contexte comme celui-là, il puisse y avoir de préférence. C'est vrai que le chef de l'État, de façon tout à fait sympathique, a parlé de Sativi en termes de vertueux. Mais à aucun moment, il n'a dit que M. Ayavon n'était pas vertueux. J'aimerais quand même faire toute une précision là-dessus. À aucun moment, il ne l'a dit. Et d'ailleurs, lorsque le chef de l'État parlait par rapport à Kajaf Komon, il a toujours précisé qu'il ne fait que relever des choses qu'on lui a rapportées. C'est bien la preuve qu'il n'y a aucune différence entre les deux personnes. Pour ce qui est, effectivement, comme vous l'avez dit, je dirais, lié aux difficultés que nous avons aujourd'hui par rapport au gouvernement, eh bien, moi, je pense que nous sommes dans un processus de partenariat public-privé. Il faut du temps pour... C'est comme dans un mariage. Vous savez, lorsque deux personnes se marient, eh bien, il faut du temps pour se connaître. D'accord? On est dans cet apprentissage-là. Et moi, je suis sûr que nous arriverons à faire en sorte que ce lien qui est inéluctable pourra un jour s'afficher, s'affiner tel que vous l'aurez souhaité. Parfait. Justement, ça, c'est un des membres. Maintenant, la crise avec un autre membre du patronat. Et je voudrais bien savoir, est-ce que M. Patrice Talon est toujours membre du patronat? Écoutez, SDI est un groupe qui est membre du patronat, oui, bien sûr, absolument. Oui. Et quelle a été votre position par rapport à la crise qui oppose cette société, et je parle de PVI, entre autres, et le gouvernement béninois? Vous savez, au patronat, nous allons au-delà des personnes. C'est bien pour ça que vous avez évoqué la question de M. Ayavon, on n'est pas intervenu, pourtant c'était le président du patronat. Vous savez, pour ce qui est du PVI, il y a eu un constat qui est fait. Le PVI est un instrument qui a pour objectif de moderniser les activités portuaires et d'augmenter les recettes de la République. Eh bien, l'État, en cette matière, avait des objectifs bien précis. Bon, il se fait que les pouvoirs publics ont estimé que les objectifs n'ont pas été atteints et que par conséquent, ils suspendent cette activité. Mais nous, en tant que chef d'entreprise, nous au patronat, on a pris acte de la décision du gouvernement, parce que c'est le gouvernement. Mais en marge de cela... C'est en moins d'un an que ce bilan a été tiré. Peu importe. Ce qui est important, c'est que... Je parle le chef d'entreprise que vous êtes. Oui, mais le gouvernement a décidé de suspendre ce partenariat. Nous, on prend acte. Et ce que nous, on demande, c'est que les deux parties puissent dialoguer de façon à ce que nous puissions aller dans une démarche, je dirais, de négociation, de telle sorte que personne, une fois encore, n'ait le sentiment d'avoir gagné au détriment de quelqu'un. Vous savez, chaque fois qu'il y a une crise, il faut voir une chose. Qu'est-ce qui est intéressant pour la population? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que le peuple tire de la crise en termes de pouvoir d'achat, en termes de création de richesse? C'est ça qui est important. Et dans un contexte comme celui-là, nous, on demande à ce que les deux parties puissent coordonner leur point de vue, puissent s'entendre de façon à ce que le Béninois moyen puisse en tirer le meilleur profit. Dans tous les cas, nous, on voudrait une chose. On voudrait renforcer le dialogue public-privé. Justement, est-ce que cette crise-là ne ressemble pas, à s'y méprendre, à une remise en cause du partenariat public-privé? Non,
Pas du tout, absolument pas. Ah, mais le chef d'État, plusieurs fois, il a dit, sur son plateau, dans les champs de coton, il a répété, il a tout le temps appelé à une remise en cause de ce plateau. Mais ce n'est pas qu'il parce a que essayé et qu'aujourd'hui, ça n'a pas été concluant, le chef d'État l'a dit. Permettez-moi. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise par rapport à une activité bien précise que ça remet en cause la notion de partenariat public-privé. Absolument pas. Ah, mais il a dit, et c'est pour ça qu'il a évoqué le forum, l'opportunité d'un forum économique pour aborder, recadrer, je reprends son mot, recadrer, pour ne pas dire refonder, pour toucher. Non, c'est moi qui fais. Il faut un recadrage, c'est évident. Je pense qu'il faut un recadrage de façon à ce que chaque partie, que ce soit le gouvernement ou le privé, puisse connaître ses obligations, ses prérogatives, et que nous puissions fonctionner chaque fois dans l'intérêt de nos populations. Ça qui est important. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque vous restez dans une démarche, je dirais, de partenariat public-privé, et que vous n'avez pas pour objectif de vous dire qu'est-ce que ça apporte au pays, qu'est-ce que la population en tire, je pense qu'il faut qu'on puisse mener cette réflexion-là. Ça me paraît extrêmement important. C'est dans ce sens que, en ce qui concerne le PVI, qui est une réforme extrêmement importante. Non seulement nous souhaitons que les deux parties puissent entendre, mais ce que nous voulons, c'est que nous puissions réformer le port, parce que notre port a besoin d'être effectivement réformé. Et le PVI serait toujours les bienvenus, peut-être dans une nouvelle ossature que le gouvernement aurait décidé. Dans tous les cas, nous on a pris acte de ce que le gouvernement a décidé. D'accord. Mais est-ce que l'affaire Cajaf Commande, le PVI, deux dossiers extrêmement lourds qui ont impacté négativement l'environnement économique, est-ce que vous avez le même sentiment que nous et que le commun des Béninois? C'est quoi votre sentiment? Que ces deux dossiers ont impacté les effets désastreux sur l'économie. Vous avez parlé du port tout à l'heure. Il est évident que ce genre de crise met à mal, je dirais, la relation de confiance entre les deux parties, c'est-à-dire la partie publique et la partie privée. Et c'est pour ça, justement, que ce forum dont vous parlez permettra d'échanger de façon à ce que nous puissions trouver de nouvelles approches de collaboration à l'avenir. Dans tous les cas, il est évident que ce n'est pas une situation qui, je dirais, qui soit propice à l'investissement. Très bien, une situation qui soit propice à l'investissement. On est en plein dans la question de l'environnement économique dans lequel évoluent les entreprises du Bénin, en tout cas vous, décideurs, créateurs d'emplois et de richesses. De ce point de vue, avant d'aborder dans le détail les différents facteurs, en tout cas qui dans notre environnement économique plombent ou favorisent les activités économiques, on va suivre un petit élément que Abiatou Marou a réalisé, et elle a tâté le pouls en fait des Béninois en rencontrant un certain nombre de Béninois et de spécialistes de l'économie et également des membres du Conseil présidentiel de l'investissement qu'on entend aussi peu que vous. D'inflation, 3% de déficit budgétaire, 6% de déficit de la balance des paiements contre environ 3,5% de taux de croissance. Et d'après le rapport d'une Business 2011, le Bénin est 175e sur 183 pays. Voilà pour le tableau des indicateurs de l'économie béninoise. Un tableau plutôt sombre, une économie qui a donc du plomb dans l'aile. Avec 3%, 3,5% aujourd'hui, on ne sort qu'une petite partie de la population de la pauvreté. Sur le terrain, ces chiffres traduisent une morosité ambiante palpable à tous les niveaux du tissu économique. Des secteurs entiers sont sinistrés. En rencontrant les opérateurs économiques, ils nous disent ce qu'ils vivent. Ils nous parlent de l'inflation galopante, la mévente au niveau des marchés de Cotonou et de l'intérieur du pays. Dans les boutiques, c'est la morosité. Et si vous voyez les recettes de la Chambre de commerce, la Chambre de commerce, certes, a quelques services, mais elle vit essentiellement de cotisations. Des observateurs économiques expliquent les problèmes économiques par des facteurs de gouvernance, les réformes et des raisons structurelles, et surtout la fiscalité pour prendre en compte le contexte conjoncturel actuel du Bénin. Autant de ressorts qui expliquent pourquoi notre économie est pratiquement à la traîne au plan régional et international. Le vrai problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, quand vous interrogez la plupart des chefs d'entreprise, c'est la fiscalité. Nous devons aujourd'hui aller
de façon définitive vers une fiscalité de développement. Une fiscalité dans laquelle l'entrepreneur voit l'administrateur fiscal en tant que partenaire qui est capable de l'accompagner et de pérenniser son activité. À la Direction générale des impôts, on soutient au contraire qu'on ne paie pas plus d'impôts au Bénin qu'ailleurs dans la sous-région. Je ne pense pas que la pression fiscale au Bénin est trop forte comparativement aux autres pays de la sous-région. Nous sommes dans un ensemble que nous appelons l'UEMOA, Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des normes et la norme est qu'aujourd'hui la pression fiscale dans cette zone avoisine les 17%. Le Bénin est en dessous des 17%. Nous sommes à 14 environ. Le climat des affaires actuel au Bénin n'attire pas l'investissement. Nous allons tout droit dans le mur et il faut que les décideurs se lèvent comme une femme pour repenser non seulement à la structure de notre économie, au rapport de l'État avec les opérateurs économiques et faire en sorte que le partenariat public-privé ne soit pas seulement dans les discours et que dans les faits, on le constate réellement. La mission du Conseil présidentiel de l'investissement est d'ailleurs d'améliorer ce climat. Les efforts se font tous les jours pour améliorer le climat des investissements au Bénin. Ça entre dans le cadre, dans la mission du CPI de coordonner des réformes pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Une réforme qu'on a faite cette année, par exemple, c'est le lancement du guichet unique pour la formation des entreprises. Pour tout promoteur qui veut faire un investissement au Bénin, il doit pouvoir ouvrir son entreprise. Et nous avons facilité cela et afin que cela puisse être facile avec des coûts réduits pour le promoteur. Donc en 72 heures, par exemple, un promoteur peut ouvrir son entreprise et exercer au Bénin. Des économistes béninois soutiennent que l'embellie n'est pas loin. Aujourd'hui, les perspectives quand même pour les 2 ou 3 prochaines années sont relativement bonnes. Nous avons espoir que nous allons continuer sur le sens de la reprise de l'économie. Donc l'économie va s'améliorer dans les 2 ou 3 prochaines années. D'ailleurs, pour le Conseil présidentiel de l'investissement, toutes ces difficultés devraient être transformées en opportunités plutôt que d'être tenues pour des handicaps qui paralysent l'initiative économique. On a un problème d'énergie au Bénin, mais au niveau du CPI, on peut voir ça directement aussi comme une opportunité d'investissement pour le secteur privé, béninois comme étranger. On a besoin d'investir dans nos infrastructures énergétiques pour pouvoir donner le maximum d'énergie afin de promouvoir l'industrie au Bénin. Donc la difficulté que nous voyons dans le secteur de l'énergie est considérée automatiquement aussi comme des opportunités d'investissement pour le privé. Les infrastructures routières, c'est la même chose. L'économie n'est manifestement pas au rendez-vous de la fête nationale. La réelle indépendance du Bénin en dépend sans doute. Et loin d'atteindre les OMD en 2015, les politiques économiques devraient tout au moins infléchir. Eh bien voilà, cet élément qui a ausculté un peu le pouls de l'environnement économique du Bénin présente un climat en demi-teinte, en tout cas du côté des officiels du ministère de l'économie, du côté du Conseil présidentiel de l'investissement, on considère qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie dit on va droit dans le mur. Vous avez le même sentiment? Écoutez, moi je pense qu'il faut être aveugle pour dire que les choses sont belles. Mais il y a une chose qu'il faut préciser, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte économique extrêmement difficile sur le plan mondial, sur le plan régional, et le Bénin n'est pas en marge du monde. Donc il est évident que même si au-delà des crises que nous avons connues, la plupart de nos pays africains ont fait preuve d'une très grande résilience par rapport à la crise, il n'en demeure pas moins que nous avons été touchés de plein fouet par la crise. Donc, restons quand même dans un cadre bien précis. Le contexte économique tel qu'il est aujourd'hui n'a pas été toujours favorable, d'accord ? Mais
indépendamment de cela, eh bien, il faut que l'État fasse des efforts pour permettre aux entrepreneurs de créer de la richesse. Permettez-moi juste de vous donner une précision. Vous savez, lorsque vous avez un cheptel de bovins qui vous produit une certaine quantité de lait, vous vous rendez compte que cette quantité ne suffit pas pour approvisionner vos besoins. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez deux possibilités. Soit vous augmentez les troupeaux, soit vous les nourrissez davantage. Eh bien, ce qu'on demande au pouvoir public, c'est deux choses. Premièrement, de bien nous nourrir, donc de nous mettre en place ce que j'appelle cette fiscalité de développement, tout un ensemble de structures qui fassent que nous puissions travailler en toute sérénité, et ensuite de faire en sorte que nous soyons plus nombreux. Pour être plus nombreux, ça veut dire que l'assiette fiscale sera élargie et de plus en plus de personnes paieront l'impôt. Et c'est comme ça que la plupart de nos collègues verront moins l'administration fiscale comme étant, je dirais, des personnes qui viennent les harceler. Lorsqu'on va élargir l'assiette fiscale, ce qui veut dire qu'on va engranger plus, je dirais, de recettes fiscales. Et par rapport à cela, on pourra davantage augmenter la croissance. Parce que de quoi il s'agit? Vous savez, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est la croissance de notre pays. Aujourd'hui, nous avons une croissance qui avoisine 3,5. Enfin, vous êtes optimiste. Nous sommes inscrits à un rang très peu flatteur. Hein, oui, c'est évident. Et pour 2013, nous serons tous dans la même proportion. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est tout de même qu'est-ce qui relève la croissance? C'est la création de richesses. Qu'est-ce qui crée la richesse? C'est les entrepreneurs. Alors, tout ce que nous demandons, c'est que les pouvoirs publics nous donnent les moyens, nous mettent dans des conditions favorables pour que nous, en tant que chefs d'entreprise, nous puissions créer la richesse. Nous sommes dans un environnement où chacun a un rôle à jouer. Le politique joue son rôle de stabilité au niveau de l'environnement. Et l'entrepreneur joue son rôle de création d'emplois et de richesse, étant entendu que la notion d'État employeur est complètement révolue. Et aujourd'hui, il revient au secteur privé de créer la richesse, de créer les emplois, mais tout cela ne peut se faire que dans un environnement relativement sain. Vous demandez précisément la fiscalité de développement. D'ailleurs, M. Adjavon en a parlé aussi lors de sa sortie médiatique. Vous revenez beaucoup sur cette sortie médiatique. J'ai l'impression que c'est ça c'est d'autant plus important qu'il a abordé de grands dossiers, de grands sujets économiques. Vous en avez parlé aussi dans cet élément. Vous avez parlé de la fiscalité de développement. C'est sa conclusion aussi. Qu'est-ce que vous concevez par fiscalité de développement? Vous savez, aujourd'hui, le constat il est clair. Il est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui opèrent dans notre pays. Malgré le guichet unique pour faciliter, accélérer les guichet unique est un instrument. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on crée beaucoup d'entreprises qu'on va mettre en place un processus de recettes fiscales. D'ailleurs, il est efficace à vos yeux, tel qu'il fonctionne maintenant? Lequel? Le guichet unique. Enfin, c'est déjà un début qui nous permet de créer des emplois. On ne peut que saluer ça. Dans tous les cas, ce que nous on appelle fiscalité de développement, cette fiscalité-là qui fera en sorte que la pression fiscale ne soit plus ressentie par nos collègues chefs d'entreprise. Comme prohibitif. Comme prohibitif, d'une part, et d'autre part, de faire en sorte que nous puissions élargir ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Aujourd'hui, regardez le nombre d'entreprises qu'il y a au Bénin qui payent les impôts par rapport au secteur informel. Et la raison pour laquelle la plupart des entreprises préfèrent opérer dans l'informel, c'est leur peur de la fiscalité. Eh bien, il faut mettre en place des mécanismes qui fassent que de plus en plus de personnes voient dans l'administration fiscale des partenaires pour les accompagner et non des personnes pour dépouiller leurs comptes. Et moi, je suis persuadé d'une chose. Si nous allons vers un moyen qui va permettre d'élargir l'assiette, eh bien, on aurait beaucoup avancé, on aurait engrangé une éventualité de générer de la richesse. De façon très concrète, oui, Abiatou Marou, est-ce que vous appelez l'État, vous faites un plaidoyer pour que l'État puisse revoir un peu à la baisse sa pression fiscale, le niveau de la fiscalité ou augmenter la base des contributeurs? Écoutez, ce ne serait pas original, de mon point de vue, de parler d'une diminution d'impôts. Je veux dire, on aurait le sentiment que c'est tout ce que les chefs d'entreprise veulent tout le temps. Mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Alors, ce que nous voulons, c'est de mettre en place, je dirais, un ensemble de mécanismes qui fassent que, du point de vue fiscal, chacun puisse se sentir, je dirais, dans une disposition de partenariat avec les impôts. L'équité fiscale, en l'occurrence, non? Enfin, ce qu'on appelle l'équité fiscale, c'est le paiement de l'impôt juste. Mais le paiement de l'impôt juste, c'est quoi? C'est que tout le monde paye son impôt, y compris ceux qui sont dans l'informel. Vous savez, c'est ça la réalité, c'est ça la grande réalité. Lorsque vous prenez le PIB du Bénin, notre PIB est alimenté à plus de 80% par le secteur informel. Tout à fait. Alors, ce qui veut dire que la plupart de nos activités se font dans le secteur informel. Alors, quand on dit informel, ça veut dire que c'est des évasions de recettes fiscales. Il faut qu'on trouve le mécanisme par lequel
eh bien, la plupart de nos concitoyens puissent comprendre que lorsqu'on construit une route, lorsqu'on construit un hôpital, il faut que l'argent vienne de quelque part. Ce n'est pas chaque fois en gardant l'argent sous sa valise ou sous son matelas qu'on peut arriver à soigner nos enfants. Et par rapport à cela, il faut que nous puissions aller vers le mécanisme qui nous permettra de formaliser de plus en plus d'entreprises de façon à ce qu'on puisse, une fois encore, élargir l'assiette fiscale. Autre facteur de l'environnement économique sur lequel on souhaiterait que vous opiniez, par exemple, c'est la question de la facture énergétique. Voilà, c'est pas propre à vraiment nous aider à aller à l'émergence. Voilà un problème. Proposé par le chef de l'État. Il n'y a même pas que la facture, il y a aussi la fiabilité de l'énergie. D'accord ? Aujourd'hui, on se rend bien compte que dans nos entreprises, eh bien, nous avons un vrai déficit énergétique. Mais au-delà même de l'énergie, il y a l'éthique. Combien d'entreprises au Bénin n'arrivent pas à opérer parce qu'ils n'ont pas la bonne connexion Internet? Il y a des pays autour de nous dans lesquels, qui sont à 1 heure du Bénin, dans lesquels la connexion marche très bien. Et de ce point de vue, vous considérez comme une fiction l'objectif global du gouvernement qui veut réaliser la révolution numérique au Bénin? Mais c'est vrai que lorsqu'on dit du Bénin qu'il a un quartier numérique... Enfin, qu'il va devenir, pas qu'il est. Soyons réalistes. Il faut mettre les moyens qu'il faut. Pour l'instant, on n'y est pas. Dans tous les cas, on constate quand même que ces facteurs de production, eh bien, sont un frein au développement et à la création de richesses. Parce que l'économie numérique, c'est un facteur également pour doper l'économie moderne. De la même façon que l'énergie est un facteur de production, eh bien, les TIC aussi sont des facteurs de production. Et il faut que tout cet ensemble, je dirais, de facteurs de production puisse être mis à des coûts raisonnables à la disposition des entrepreneurs pour que nous puissions travailler. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient venir au Bénin pour peu que nous avons une bonne connexion Internet, pour peu que nous avons une énergie stable, fiable et de bonne qualité. Et par rapport à cela, nous considérons que tous ces éléments-là font partie des freins au développement du secteur privé de notre pays. Mais puisque nous sommes sur le volet de l'environnement économique, justement, le CPI, le Conseil présidentiel de l'investissement, a pour rôle d'améliorer cet environnement. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que le CPI peut réussir à changer quelque chose? Est-ce que vous le sentez déjà sur le terrain? Pour commencer. Écoutez, le CPI, c'est le Conseil présidentiel de l'investissement. Dirigé par Nasser Yahi, pour ne pas le nommer, le fils du chef de l'État. Je ne sais pas du tout on dit que avec qui vous avez des atomes crochus. Écoutez, M. Yahi, c'est le fils du chef de l'État. Ce n'est pas parce qu'il est le fils du chef de l'État qui gère le CPI. C'est un garçon extrêmement brillant, bien éduqué d'ailleurs, et pour qui on a beaucoup d'estime et de respect, en tout cas au patronat, pour le travail qu'il fait. Et ce n'est pas parce qu'il est le fils du chef de l'État qu'il est au CPI. C'est un garçon brillant, qui n'a pas besoin de porter un nom pour exister. Dans tous les cas, ce que nous voulons dire par rapport au CPI, c'est que dans sa substance, le CPI est un bon instrument. Simplement qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut améliorer. D'abord, le CPI est composé de 18 personnes, 6 chefs d'entreprise nationaux, 6 entreprises étrangères, mais opérant au Bénin, et 6 autres entreprises étrangères. Alors, moi, ce que je me demande, la question que je me suis toujours posée par rapport à ces 6 autres entreprises étrangères, entreprises qui ne sont pas du Bénin, qu'est-ce qu'ils viennent faire au CPI? Puisqu'ils n'investissent pas au Bénin, ils ne contribuent pas à la création de richesses au Bénin. Donc moi, je me suis toujours demandé, est-ce que ces 6 personnes-là ne peuvent pas être représentées par d'autres nationaux? Donc moi, c'est l'insuffisance que moi je porte au CPI. Et aujourd'hui, je pense que le CPI est un instrument de facilitateur par rapport au secteur privé. Mais le sentiment que j'ai par rapport au CPI aujourd'hui, c'est que on a l'impression que le CPI est devenu comme, je dirais, un instrument qui veille à ce que les indicateurs de doing business soient respectés. C'est le sentiment que nous avons aujourd'hui, mais dans tous les cas, c'est un bon instrument. La guéguerre avec les membres du patronat qu'on a cité... Non, il n'y a aucune guéguerre, attention, non, attendez, monsieur. Non, il n'y a aucune guéguerre entre le CPI... Non, je dis, au moment de la crise, ce Conseil présidentiel de l'investissement n'est pas intervenu, il est resté muet aussi. Mais ce n'est pas son rôle d'intervenir. Ah oui, favoriser le climat économique? Non, il est facilitateur, il n'est pas médiateur, il n'est pas là pour aller dans les médias, d'accord? D'ailleurs, le CPI est géré par 2 personnes tout à fait discrètes, monsieur Ngweji Aurel et puis monsieur Nasser Yahi. Donc, ils n'ont pas pour vocation d'aller sur la place publique gongonner ce qui ne va pas. Ils travaillent de façon très discrète et actuellement... dans le cadre... Très bien. Alors, sans forcément vouloir vous faire l'offense de vous demander de faire ici sur ce plateau des délibérations peu trop particulières ou secrètes entre le président du Conseil le président du Conseil présidentiel de l'investissement et le président de la République.
est-ce que vous qui êtes très proche d'eux, au fort moment de la crise, il y a eu quand même une sorte de médiation de la part de l'un vers l'autre? Je sais pas à quoi vous faites allusion. Vous êtes souvent invité au Conseil des ministres, le chef d'État considère que vous faites partie du carré très restreint des hommes d'affaires vertueux du Bénin. Alors, non, écoutez, le raccourci est vite fait. Non, d'abord, je vais vous dire, pendant qu'il y avait le PVI, eh bien, le chef de l'État a voulu écouter un certain nombre de chefs d'entreprise. C'est ainsi qu'il a invité le président du patronat, M. Adjavon, qui était au Ghana. En tant que vice-président, j'ai été à cette rencontre et c'est avéré un conseil des ministres. Voilà la vérité. Ce serait bien que vous arrêtez de faire de la... C'est pas du fantasme. Je reviens aux As. Moi, je voudrais vous dire une chose. Nous sommes en train de parler des choses extrêmement importantes qui touchent la République. Donc, dans ce domaine-là, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas d'amitié de telle personne au détriment de telle ou telle personne. Il y a des intérêts, il y a, je dirais, de la part du monde privé aujourd'hui, de faire en sorte que la cohésion existe entre nous et que nous puissions jouer notre rôle de créateur de richesse et d'emploi. D'accord. On était justement au niveau du CPI. Est-ce que vous, jusque-là, puisque vous les connaissez, vous les voyez à l'œuvre, si vous devez les évaluer? Mais je ne suis pas un évaluateur. Il ne me revient pas d'évaluer le CPI. Mais ce que je peux dire, c'est que je considère, je pense, en tout cas pour ce que nous on fait au patronat avec le CPI, parce qu'on travaille beaucoup avec le CPI, voilà. et bien sûr, vous êtes membre également du CPI. Le président du patronat, M. Adjavon, est membre du CPI, bien évidemment. C'est une réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis... Je parie qu'il participe à la délibération. Non, ce n'est pas de son fait. C'est parce que le CPI ne s'est pas réuni depuis quelque temps. Et je pense qu'avec le dynamisme du tandem M. Yahi et M. Mbedji, que les choses vont amorcer un nouveau processus. Pas de mauvais jeu de mots. Hein. J'ai bien compris que vous voulez dire pas Yahi Boni et Mbedji Adrien. C'est bien. Non, mais c'est très sympathique de faire de l'humour comme ça. Mais dans tous les cas, je voudrais vous dire une chose. Il faut qu'il y ait des instances complémentaires. D'accord? Le CPI a un rôle bien précis qu'il joue. Est-ce qu'il joue bien ce rôle? Je ne suis pas là pour préciser. Ce que moi je sais, c'est que nous, en ce qui nous concerne, eh bien, c'est un partenaire avec lequel nous travaillerons, avec lequel nous travaillons. Je suis presque sûr que si on donne encore plus de moyens au CPI, qui pourrait faire encore mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. Vous savez, déjà aussi... Je ne me pas invité pour faire l'apologie du CPI. Non, pas du tout. Voilà. C'est un point, puisque le CPI doit contribue participer à améliorer l'environnement. Oui, bien sûr. Et on sait ce eh bien, que si vous voulez savoir ce que c'est que le CPI, ben, invitez le CPI et il vous dira ce qu'il fait. On le fera. Bon, mais très bien. Donc, une fois que vous nous aurez invités, comme c'est pas très fréquent que vous invitez le patronat, peut-être qu'on n'est pas fréquentable, ce sera le CPI la prochaine fois. Les bonnes habitudes ont commencé, elles vont durer. Très bien. Le coton. Le coton. La gestion du secteur coton. Voilà que là aussi, le principal, ou j'allais dire ex-monsieur intrant ou fournisseur d'intrants, va se voir dessaisir de ce qui apparaissait comme le quasi-monopole dans ce secteur. Comment est-ce que vous analysez cette évolution? On va passer rapidement sur ce sujet. Alors, je vais vous dire, vous savez, le coton est l'activité principale agricole de notre pays. Le coton, chaque fois que notre filière coton est en difficulté, ça impacte sur la croissance de notre pays. Aujourd'hui, si nous avons connu des croissances aussi basses, c'est en raison de la difficulté qu'il y a eu dans la filière coton. Bon. Par rapport à cela, il est évident que nous devons mener une réflexion pour que le coton puisse véritablement être une filière extrêmement importante. En 2004-2005, on a réussi à faire 420 000 tonnes de coton. Et progressivement, ça a baissé. Aujourd'hui, dans les prévisions 2011-2012, nous serons environnement à 230 ou 200 000 tonnes de coton, ce qui veut dire que ça a réellement baissé. Alors, c'est vrai que dans le souci, je dirais, de reprendre la filière, l'État a décidé de prendre les choses en main. C'est son droit le plus absolu. C'est sa attribution régalienne. Vous ne déplorez pas le fait? Moi, ce que je veux dire, c'est simplement que nous, en tant que privé, nous souhaiterions que l'État, tout en jouant son rôle régalien, puisse toujours impliquer le secteur privé dans la filière du coton. Ça me paraît extrêmement important, de façon à ce que, une fois qu'on a déterminé les règles, chacun puisse jouer sa partition. Et le coton n'est pas n'importe quelle activité au Bénin. C'est la première filière de notre activité. C'est le premier, je dirais, indice d'appréciation de notre croissance. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur le coton en écartant les privés. C'est pour cela que, bien que nous prenons acte de ce que les pouvoirs publics aient décidé, eh bien, de prendre en charge de façon exceptionnelle, que j'ai bien compris, de façon exceptionnelle la filière coton pour l'exercice 2011-2012, eh bien, je pense qu'une fois que les choses seront rétablies, nous pourrons, en tant que privé,
continuer à espérer que nous participerons à l'activité cotonnière. Mais au-delà de cela... Souhait ou bien exigence? Non, on n'a pas le droit d'exiger. On ne peut que souhaiter. Alors, au-delà de cela, permettez-moi de vous dire une chose. Pourquoi toujours le coton? Pourquoi chaque fois, on ne parle que du coton? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas développer d'autres filières? Pourquoi est-ce que chaque fois que le coton de notre pays tousse, la République est enrhumée? Le chef d'État a enfin entrepris la diversification de l'agriculture. Eh bien, il faut qu'on réfléchisse sur d'autres filières. On parle déjà de la filière palmier à huile. Palmier à huile, il n'y a pas que le palmier à huile. Il y a les palmiers à huile, il y a le beurre de karité, il y a les noix d'anacarde. Enfin, il y a tout un ensemble de filières sur lesquelles on devrait pouvoir travailler. Vous savez, lorsqu'on a voulu mettre en place la filière coton, il y a eu tout un ensemble de réflexions qui a été menées de façon à ce que nous puissions véritablement faire du coton un outil de travail. Eh bien, on peut mener la même réflexion sur d'autres filières de façon à ce que nous puissions diversifier de telle sorte que lorsque au niveau du marché international les coûts ne sont pas bons, eh bien nous puissions nous reporter sur d'autres filières. Et ce n'est que comme ça qu'on peut diversifier. Vous parliez de monopole tout à l'heure. Il est évident que... J'ai été prudent au quasi monopole. Je n'ai pas l'habitude d'esquiver la question, je vous répondrai. Vous savez, dans notre Constitution, notre économie a été consacrée libérale. Donc, eh bien, il n'y a pas de raison qu'un monopole, qu'il soit public ou privé, s'instaure. Il faut que la libre concurrence s'installe et que les différentes personnes puissent opérer dans tous les domaines d'activité économique de notre pays. Et c'est dans ce sens que nous souhaitons, une fois que l'État aurait, recadré les choses, que le secteur privé, dans sa diversité, puisse véritablement opérer dans la filière coton. Parfait. Le forum économique, vous en avez parlé tout à l'heure, le forum économique à venir. Qu'est-ce que ce forum économique peut véritablement changer par rapport à l'environnement économique actuel? Alors, lorsque vous me parlez de forum économique, je constate que vous êtes très, très outillé sur le débat de M. Adjavon et du chef de l'État, mais en revanche, au niveau du forum, c'est complètement en retard, parce que ce n'est pas le forum, c'est une table ronde aujourd'hui. Ah bon, ça a évolué. Voilà, donc la conférence c'est passé à forum, aujourd'hui table ronde. Voilà, donc c'est la table ronde. Cette table ronde. Voilà. Alors, moi je pense que la table ronde est opportune, en ce sens que elle nous permettra, d'abord c'est inédit, parce que c'est la première fois... Inédit? Oui, c'est inédit. C'est inédit, bien sûr que c'est inédit, parce que c'est la première fois que des chefs d'entreprise se retrouvent avec le chef de l'État et toute l'administration de la République pour échanger et pour trouver des solutions par rapport aux problèmes économiques qui minent notre environnement. C'est en cela que c'est inédit. Vous savez, pourquoi est-ce que ce n'est plus un forum? Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on parle de forum, eh bien, c'est tout le monde qui est invité, aussi bien les politiques que les entreprises. Et dans le cas précis, eh bien, c'est une table ronde qui concerne essentiellement le secteur privé et l'administration de la République. Tout ça présidé par le chef de l'État. Donc c'est inédit. À moins que dans un autre monde, au Bénin, vous ayez eu ce genre de rencontre. Parce qu'en ce qui me concerne, je considère que c'est une vraie opportunité. C'est une table ronde au cours de laquelle chacune des parties aura l'occasion d'expliciter, d'exprimer les points de vue qui sont les siens, et au sorti de cela, et bien ce que nous souhaitons au secteur privé, c'est qu'on puisse, avoir un cahier des charges, à l'intérieur duquel on va définir clairement le rôle de chacun, la partition de chacun, et nous aurions même souhaité aller plus loin, nous aurions même voulu que cela fasse l'objet de lois, et qu'en la matière, qu'on puisse légiférer de façon à ce que nous soyons dans un cadre purement juridique. Eh bien, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voudrions que cette table ronde apporte pour l'environnement économique de notre pays. Dans tous les cas, nous y travaillons avec le haut-commissaire, avec le CPI, pour ne pas le citer, avec le patronat du Bénin, et puis avec d'autres partenaires au développement. Le principal agenda